GEGIP Sécurité est heureux de vous présenter Éclairage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Éclairage réalisée et produite par Anews Sécurité. Et ce jour, c'est un spécial éclairage. On va revenir sur les ovnis, une émission que nous avions réalisée avec le concours d'Alain Juillet en co-animateur. Il y a ça quelques semaines, pendant 2 heures, vous aviez vécu un peu les faits marquants des phénomènes aérospatiaux non identifiés, les ovnis, les explications, les hypothèses qui avaient été données par l'ensemble des intervenants sur ce plateau. À l'époque, nous avions donc Jean-Claude Bourret, Jean-Pierre Petit, qu'il faut le rappeler, astrophysicien, Alain Juillet et puis bien sûr Luc Dini. Luc Dini qui est avec moi aujourd'hui, qui est donc président de la Sigma 2 de l'A3F, président de la commission Sigma 2 de l'A3F. Et pourquoi on fait un retour un peu sur les ovnis? Parce que lors de cette émission qu'on avait fait il y a quelques semaines, nous avions évoqué l'arrivée prochaine d'un rapport du Pentagone. Et ce rapport du Pentagone a enfin été livré il y a ça quelques jours, pour être tout à fait exact, le 4 jours, on est le 29 juin, donc c'était vendredi dernier. Et bien, avec nous allons avoir Luc Dini qui va nous permettre un petit peu de nous éclairer sur ce rapport donc du Pentagone, rapport qui, on s'attendait à un rapport détonnant. Eh bien, on va avoir effectivement à la fois quelques surprises et peut-être aussi quelques petites déceptions ou interrogations, on n'en sait pas. En tout cas, Luc, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation et de réagir par rapport à ce rapport. Merci à vous. Bonsoir Michael Léjard, merci pour votre invitation. Eh ben, je vous en prie, on est ravis. Luc, peut-être avant de parler de ce rapport du Pentagone, donc vous êtes, on le rappelle, président de la commission Sigma 2 de l'A3F. La Sigma 2 fait de nombreux rapports. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les rapports aujourd'hui que vous avez pu réaliser ces derniers temps ? Oui, bien entendu. En fait, nous avons réalisé un rapport en 2 étapes. Une synthèse d'un rapport que l'on dit complet, qui est sorti un petit peu plus tard. La synthèse est sortie le 3 juin. Et donc, le rapport complet est sorti mardi ou mercredi de la semaine dernière. Donc, avant la sortie du Pentagone. Et donc, ce rapport est assez consistant. Il représente en fait à peu près 4 à 5 années d'études par les spécialistes de la commission Sigma 2, qui sont au nombre d'une quinzaine à peu près, entre 15 et 20, ça dépend des moments. Et nous avons voulu effectivement parcourir en fait l'ensemble des sujets liés aux phénomènes aérospatiaux non identifiés. Sujets qui comprennent bien entendu des études de cas, voilà, cas qui pour certains sont des cas étrangers, qui nous ont été soumis. Donc il y a eu un cas qui est assez célèbre, qui a été soumis par l'organisme de recherche sur les pans chiliens, qui s'appelle le CEFA. Voilà. Alors on va peut-être venir sur le rapport international, mais par rapport au rapport Sigma 2, Luc, vous parlez notamment de points de repère dans le domaine électromagnétique, etc. Est-ce qu'on peut aborder d'abord ces sujets, puis après on verra sur les rapports internationaux? Donc en fait, la façon dont on a procédé, c'est en dehors d'examiner des cas particuliers, c'est qu'on a été assez intrigué par un certain nombre de caractéristiques qui se retrouvent à différentes époques entre différents cas aéronautiques. En particulier, des cas qui ont été signalés alors en Iran en 1976, où des avions de chasse rencontrent un de ces phénomènes et subissent des perturbations électromagnétiques, perturbations des radios, du guidage, voire de l'armement missile de l'un d'entre eux. On a constaté également, donc là c'est en 76, 20 ans avant, les Américains ont enregistré des signaux électromagnétiques émis par des objets lumineux, donc à des fréquences très précises, 3 GHz, et des émissions similaires ont été enregistrées également par des B-52. Alors, le lien entre ces cas-là se manifestait aussi par des effets de rayonnement. On parle souvent de plasma, on a même parlé de MHD, souvenez-vous, la dernière fois qu'on s'était rencontrés. Et une des caractéristiques qui apparaît, c'est des rayonnements de lumière blanche ou dans le bleu.
Et le bleu est une des caractéristiques de rayonnement de plasma atmosphérique, en fait de plasma de l'azote. Et donc, on a identifié un certain nombre de caractéristiques qui resserrent, en quelque sorte, l'analyse du point de vue électromagnétique autour de fréquences particulières. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait le lien donc, entre les rayonnements électromagnétiques, les rayonnements optiques. Et puis, pour revenir aux perturbations des équipements, nous avons des spécialistes d'armes à micro-ondes dans notre équipe, d'armes à énergie dirigée, et qui ont donc travaillé sur ce rapport sur l'interaction entre les rayonnements électromagnétiques, les équipements électroniques et les perturbations que l'on peut induire. Donc voilà, il y a un faisceau d'interrogations, pour ne pas le dire de présomption, autour des rayonnements électromagnétiques, qui est une des facettes importantes de notre rapport. Voilà. Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments sur le rapport SIGMET 2, donc, qui est sorti, je le rappelle, début juin, qui est un rapport réalisé par des Français. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme chose importante dans ce rapport français ? Une des choses importantes, encore une fois, ce sont les analyses détaillées que l'on a menées sur des cas et la reconstitution donc, de cas à partir de données infrarouges, venant de caméras infrarouges, mais également de radars. Ou, en l'absence de radar, l'obligation que l'on a eue de faire un certain nombre d'hypothèses sur l'objet qui était observé, sur sa vitesse, sur son profil cinématique, etc. Tout ça pour dire qu'au fond, on arrive à expliquer les choses ou à tomber sur l'absence d'explication, mais avec certitude, lorsqu'on peut croiser les informations venant de données infrarouges avec les radars. Et ça, c'est un point important sur lequel on reviendra plus tard. Et c'est qui explique aussi d'ailleurs qu'on s'est abstenu de donner des explications sur les cas américains plus récents où des données infrarouges ont circulé sans plus d'informations parce que nous sommes incapables, en réalité, de reconstituer le scénario. Donc on préfère se taire en attendant plus d'informations. Pour terminer, on a travaillé également sur l'aspect international, oui, sur différents rapports. Comme on l'avait expliqué, l'histoire des PAN et des enquêtes n'est pas une histoire récente. Pour ce qui est de la France, des enquêtes ont démarré dans les années 50, 51, 54. Nous avons fait une copie d'ailleurs dans le rapport des directives ministérielles datant de 1951 et de 1954 relatives aux mystérieux objets célestes. Voilà. Donc ça, c'est totalement factuel, c'est historique même, concernant la France. Mais la Grande-Bretagne, par exemple, a travaillé pendant plusieurs décennies et a sorti un rapport déclassifié en 2006. Donc nous avons analysé ce rapport, nous avons trouvé un certain nombre de points communs. On y retrouve le constat de cinématique extrêmement rapide, de déplacement. On rappelle, le cinématique, qu'est-ce que c'est ? C'est la vitesse, l'accélération et les changements de direction. Et les changements de direction. Voilà. Donc les Britanniques eux-mêmes ont constaté ces comportements curieux. Ils ont noté des rencontres rapprochées avec des effets induits, des effets électromagnétiques, non seulement sur l'électronique, mais également des effets physiologiques, sur lesquels on a d'ailleurs travaillé beaucoup dans notre rapport. On a un médecin qui fait partie de l'équipe. Donc ce rapport était intéressant. Alors il conclut au fond... On est bien d'accord que sur la cinématique, pour que tout le monde comprenne bien, on parle de vitesse a priori qui n'est pas de technologie humaine, enfin ça ne veut pas dire que c'est des objets. On parle d'accélération inconnue. Et on parle de changement de direction extrêmement surprenante par ces objets. C'est bien ça. Oui, on parle de vitesses qui peuvent être des vitesses très largement supersoniques. Ouais. Alors, pour les années 50, ce n'était pas courant. Aujourd'hui, ça l'est davantage. En revanche, ce qui est moins courant, c'est le fait de passer d'une vitesse quasi nulle, d'un vol stationnaire, c'est comme ça qu'on l'appelle en aéronautique, à une vitesse de l'ordre de Mach 5, Mach 10, quasiment instantanément, ou bien de voler à des vitesses supersoniques et de prendre un virage angle droit. Ouais, les avions ne volent pas comme ça, les missiles non plus d'ailleurs. Voilà. Oui, absolument. Bon, et quels sont les autres retours que vous avez pu avoir ? Là, vous avez parlé du Royaume-Uni, vous avez a priori la Russie et la Chine, c'est bien ça ? Oui, alors la Russie, la Chine un petit peu moins, mais s'agissant de la Russie, nous avons compulsé un certain nombre de documents retraçant les travaux de la Russie depuis les années 50, avec vraiment un pic d'activité entre le début des années 70 et le début des années 80. Alors, que peut-on noter ? D'abord, ils ont observé un certain nombre de phénomènes au voisinage d'installations, certaines installations militaires ou d'essais.
Ils ont enregistré des perturbations dans certains cas. Et d'ailleurs, il y a eu un accord entre les Américains et les Russes qui date de 1971 pour fournir des informations d'alerte réciproques en cas de perturbation d'installation qui pourrait provoquer des incidents. C'est un document qui est totalement historique et qui est Cet accord existe toujours. Est-il toujours valable? Ça, c'est difficile à dire. Mais en tous les cas, il a été signé à l'époque par, je crois, James Baker, qui était le secrétaire d'État américain, et M. Gromyko, qui était le ministre des Affaires étrangères soviétique. Voilà. Donc, ce rapport donne un certain nombre d'indications intéressantes, en particulier sur les changements de forme qui sont observés, les variations cinématiques, l'absence d'interaction avec l'environnement. C'est-à-dire, dans le milieu de l'air, de l'atmosphère, un objet qui vole à très grande vitesse va induire des phénomènes de compression, de choc, ce qu'on appelle les bangs supersoniques, qui sont très connus. Bon. Dans l'eau, l'eau étant un milieu très difficilement compressible, vous avez des très fortes pressions qui sont engendrées par le déplacement d'un objet. Bon, eh bien, ils ont constaté dans l'air l'absence d'interaction avec l'air, donc pas de bancs soniques, etc., ce qui a été observé ailleurs. Mais plus intéressant encore, ils ont observé des phénomènes aquatiques, voire des changements de milieu. Donc il y a eu énormément d'études et de signalements faits par la marine soviétique entre 1977 et le début des années 80. Et ça vaut le détour, c'est extrêmement intéressant. Et les Russes sont certainement parmi les pays, ou quelques pays, à avoir étudié de près ces sujets-là. Vous parliez des Chinois, pour terminer. Alors, nous avions noté des recherches faites par les milieux universitaires sur les phénomènes de foudre particuliers, de foudre en boule, que nous avons aussi longuement étudié dans notre rapport, avec un directeur de laboratoire de recherche sur la foudre en boule. Et les Chinois donc, se sont intéressés à ces phénomènes de plasma atmosphérique, de foudre en boule, mais semble aussi, et ça c'est une réaction à l'annonce du rapport américain, réaction qui date, je crois, du 3 juin, où il y a eu un article dans un journal où la Chine répondait à l'annonce du rapport américain en disant, en gros, les observations que vous faites, c'est pas nous, sous-entendu les engins espions dont vous parlez. Nous constatons effectivement des phénomènes très particuliers, avec des caractéristiques cinématiques étonnantes. Donc il corrobore en quelque sorte le constat sur la cinématique, mais ne rajoute aucune autre information sur ce qu'ils auraient pu observer par ailleurs. Et ils insistent, ce qui est intéressant, sur le fait qu'ils ont demandé à leurs universitaires et aux forces armées de collaborer ensemble, de façon à réunir de nombreuses données, et ils ont utilisé des techniques d'intelligence artificielle pour exploiter ces données et faire des relevés, en quelque sorte, des zones de présence de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et ça, c'est un élément intéressant qu'on va retrouver d'ailleurs en résonance avec le rapport américain. Eh bien, nous voici maintenant sur le rapport donc, américain, rapport du Pentagone qui a donc été livré là il y a maintenant 4-5 jours, dont vous avez pris connaissance, faut-il le rappeler, vous êtes quand même bien évidemment largement en contact avec les Américains. On aura peut-être le plaisir d'avoir bientôt un invité sur le plateau de Prestige qui nous parlera de ça. Alors, ce rapport du Pentagone, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en résumé avant de parler des faits marquants? En résumé, c'est un rapport de 9 pages. Donc, qui dit 9 pages, dit assez condensé, très synthétique. Voilà. Et puis c'est un rapport préliminaire. Bon, c'est même plus un rapport, là, on parle c'est presque un synopsis. Oui, c'est un executive summary en quelque sorte. Voilà, mais il contient un executive summary qui est plus court, qui fait une demi-page. D'accord. Donc qui est vraiment super condensé. Ouais. Voilà. Alors c'est un rapport. Peut-être on rappelle, qui a commandité ce rapport du Pentagone? Voilà, j'aurais dû poser la question en premier. Non, mais j'anticipais d'y répondre. Ouais. En fait, ce rapport a été demandé par la commission du renseignement du Congrès américain. Voilà. C'est donc un rapport qui est commandé au Pentagone en raison de faits qui ont été signalés principalement par l'US Navy, par des pilotes, sur des cas répétés d'observation de phénomènes inconnus, en particulier lors de manœuvres navales ou d'essais. Voilà en gros la question qui est posée.
ces questionnements sont remontés en réalité au Congrès par le fait donc des témoignages, pas forcément au fond par des données militaires qui avaient été rassemblées. Et donc le Congrès s'est saisi de cette question et demande au Pentagone de réunir une commission d'enquête qui s'est appelée l'UAP pour Unidentified Aerial Phenomena, Task Force, donc groupe de travail, qui est constitué donc au mois d'août 2020. Donc ceci c'est important parce que ça se passe en gros 3 bonnes années après ces fameuses vidéos infrarouges qui ont commencé à circuler. Et la déclassification d'un certain nombre de documents. Et la déclassification d'un certain nombre de documents, en particulier d'archives de la CIA, qui ont été émises en gros début 2016. D'accord ? Début 2016, des archives de la CIA commencent à se répandre. Fin 2017, Luis Elizondo apparaît sur les écrans, les vidéos infrarouges commencent à circuler et l'épopée commence. Voilà. Donc nous arrivons en 2021, un an, grosso modo, pas tout à fait, un an après que le Congrès commande ce point de situation, et il le commande à qui ? C'est ça qui est important. Il demande la constitution d'une task force et il commande un rapport de situation, en fait, au bureau donc, du Conseil du renseignement américain. Donc c'est le bureau qui est en charge de la coordination des activités de renseignement américain pour faire le point justement sur ce qui pourrait être une menace, point d'interrogation. Donc voilà l'histoire de la genèse de ce rapport. Alors on rappelle, parce que ce que vous venez de dire, c'est l'inquiétude du gouvernement américain, des États-Unis, c'est une possible menace sur le territoire américain, d'où vraiment cette idée de mettre en lumière, et en tout cas d'avoir des explications et donc de faire un rapport. On en est là à ce moment-là. Sur ces phénomènes aérospatiaux non identifiés. Alors, que dit ce rapport, Luc ? Eh bien, en fait, ce rapport établit au fond un fait de départ qui est l'existence d'un certain nombre de cas recensés principalement sur les 2 dernières années, donc entre 2019 et 2021. Bon, on se souvient que l'affaire du Nimitz... On parle de 144 cas. Oui, 144 cas. L'affaire du Nimitz, c'est plus ancienne, elle date de 2004. Et les alertes des pilotes de l'US Navy, semble-t-il, ont commencé de façon plus fréquente à partir de 2015. D'accord ? Bon. Néanmoins, le recensement des cas qui ont été utilisés pour faire cette évaluation donc, est fait sur la période 2019-2020. Pourquoi ? Parce qu'il semble qu'il y ait eu des procédures de recueil d'informations qui ont été mises en œuvre de façon plus systématique, notamment au niveau de l'US Navy. Donc il y a une question de fiabilité des données et de procédures de recueil qui sont utilisées. C'est ce qui est expliqué dans le rapport. Alors ce qui est important, donc 140 cas sont recensés. Voilà, ils ont établi un certain nombre de classes sur lesquelles on reviendra peut-être. Oui. Et ce qui est intéressant pour sauter à la conclusion, au fond, c'est qu'il est reconnu que en prenant toutes les précautions nécessaires, parce qu'il faut fiabiliser les données et donc continuer à travailler, c'est ce qu'il a dit, ce rapport n'est que préliminaire. Ils indiquent qu'il y a de fait des observations répétitives qui ont été faites à proximité d'installations militaires ou de zones d'exercice. Donc est-ce un hasard parce qu'il y avait beaucoup de capteurs à cet endroit-là, ou bien est-ce que c'est effectivement une présence réitérée sur la zone ? C'est une question qui est ouverte, mais en tout cas c'est un constat. Et il constate 2 choses. Un effet de perturbation des exercices, car sur les 140 cas, il y a eu des contacts rapprochés entre des avions, donc de l'US Navy notamment, et ces phénomènes-là. Donc c'est un problème de sécurité pour les pilotes. Donc c'est un problème de sécurité des vols, donc à peu près une dizaine de cas. Premier point. Deuxième point, c'est l'interrogation au vu des caractéristiques très étonnantes pour certains cas, du point de vue de la cinématique des accélérations des vitesses, qui pourraient suggérer la présence d'engins inconnus, là on parle d'engins, pas de phénomène au sens large, d'engins, correspondant à des technologies qui sembleraient surpasser les technologies américaines. Donc là, à ce moment-là, ça devient un problème de sûreté. Point d'interrogation, y aurait-il une puissance étrangère dotée de technologies très largement supérieures aux technologies américaines, fréquentant
assez régulièrement les installations d'essai et les zones d'essai américaines où se produisent des essais qui sont confidentiels. C'est la deuxième question. Donc dans les deux cas, c'est un problème soit de sécurité pour les pilotes, vous l'avez dit, et soit surtout un problème de sûreté par rapport au pays, les États-Unis, avec cette possibilité peut-être d'objets ou de technologies qui sont donc pas américaines, donc qui pourraient être russes, chinoises ou autres pays, ou autres même, on ne sait pas. C'est la première fois qu'il y a un tel rapport quand même qui se fait, même s'il est sommaire, même s'il fait 9 pages. Est-ce que c'est pas ça le plus marquant en fin de compte dans ce rapport-là ? C'est tout à fait ça. 9 pages pour dire, il y a un point d'interrogation sur ce qui se passe dans notre ciel, avec un impact potentiel sur la sécurité de certains vols, vols militaires, d'essais, etc. Et de l'autre, sur le fait qu'on a une présence qu'on ne maîtrise pas. Ça, c'est nouveau. Il faut se rappeler quand même que la dernière fois que le Pentagone s'est exprimé sur le sujet, c'était principalement l'US Air Force d'ailleurs à l'époque, c'est le rapport de la commission Condon qui conclut au fond à l'absence... Quelle année ça c'était ? 1969, date après laquelle d'ailleurs ils disent ne plus mener de recherche du tout sur le sujet. Parce qu'il n'y a pas de preuve de sûreté, voilà. du coup, et pas de preuve de sécurité. Et donc, effectivement, la conclusion à l'époque, c'est absence de risque aéronautique, problème de sûreté. Les Britanniques ont dit la même chose dans le rapport qui est sorti en 2006. Bon, le fait est que les Américains font des essais depuis des années et que ces essais semblent bien se dérouler. Bon. Donc, en résumé, sur ce rapport du Pentagone, donc, qui est sommaire, que tout le monde va pouvoir, bien évidemment, lire. Il sera ouvert à tout le monde. Nous l'avons eu sur Internet. Voilà, on l'a sur Internet. Il n'y a pas, encore une fois, de fait marquant, si ce n'est la réalisation de ce rapport de 9 pages. Est-ce que ça ne prépare pas l'idée, je vais poser la question, de commencer un peu à éduquer les gens sur l'idée même d'un sujet autre possible. Parce que, encore une fois, depuis 1969, il n'y a rien eu. On voit bien quand même qu'un des points marquants dans les 5 cas, on va peut-être les rappeler tout à l'heure, c'est notamment le côté invraisemblable d'objets au niveau de la cinématique. Il s'est exprimé. Donc, est-ce qu'il n'y a pas cette idée un peu d'éduquer les gens, de les préparer, si j'ose dire, à peut-être d'autres informations qui pourraient être d'ailleurs des technologies qui ne sont pas américaines, qui soient russes ou chinoises, mais ça veut dire qu'ils sont meilleurs que nous. Voilà. C'est une possibilité. On ne peut pas réellement trancher sur la tendance au vu du rapport. Pourquoi ? Parce qu'au fond, il pose en même temps la question de la fiabilité des données et des procédures de recueil. Ça, c'est la première chose. Alors évidemment, il y a derrière une recommandation, car ce rapport recommande quoi ? Il recommande d'adapter les procédures de recueil et de les partager plus largement. En fait, il faut comprendre ce qu'ils expliquent. Mais les partager plus largement à qui ? Entre les services américains, j'avais pas terminé. Vous êtes sur un rapport national, d'accord ? L'aspect international n'intervient absolument pas, à part le questionnement sur d'éventuels avions espions, si vous voulez. Mais en dehors de ça, on ne parle pas de coopération, on ne parle pas de ces sujets-là, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est comment on peut améliorer la fiabilité des données, puisque c'est demandé à des services spécialisés. Et donc, ils expliquent qu'il faut, d'une part, avoir de meilleures procédures, partager plus largement. Partager plus largement, ça veut dire quoi ? US Navy, US Air Force, aviation civile. Ouais. Et il précise, s'agissant de l'aviation civile, que les informations doivent être collectées systématiquement en temps de procédure normale et dans des cas constatés d'exception, d'anomalie. Voilà. Donc, partage des informations. Vous savez que les Américains ont mis en place des procédures de ce type-là dans les années 50. Ça s'appelait les procédures JANAP, qui étaient appliquées à l'armée de l'air américaine, à la Navy, à la marine marchande et à l'aviation civile, qui devaient faire systématiquement un reporting de tout cas d'étonnement, c'est-à-dire observation d'avions, de missiles, d'objets inconnus, d'UFO, c'était le terme utilisé. Ils devaient rendre compte systématiquement et ces rapports étaient confidentiels à l'époque. Voilà. Donc, mise en place de procédures. Deuxièmement, amélioration des moyens d'observation et de recueil, car ils reconnaissent, et on peut le comprendre, que les matériels opérationnels, comme les caméras infrarouges qui étaient sur les F-18, sont faits pour mener des opérations
opérationnels. Ce ne sont pas des appareils de mesure. Vous voyez, ça doit capter un objet, le poursuivre, Donc voire le détruire. l'idée, c'est se perfectionner technologiquement. Voilà. En fait, l'idée, c'est d'améliorer les recueils de données, Exactement. à la fois par de l'information, on l'a dit, civile Voilà. et militaire, donc témoins visuels ou intelligence humaine, et aussi par les nouvelles technologies telles que la data analytics, l'intelligence artificielle, Absolument. etc. Voilà. C'est ça. C'est Donc c'est vraiment, exactement ça. mais ça aussi, c'est une avancée. C'est de le dire, c'est quand même incroyable. Ça n'a jamais été dit ça avant. C'est un fait qu'il n'y a jamais eu d'informations sur les techniques de recueil, sur la nécessité de fiabiliser, sur le fait de mener un programme de recherche et technologie, c'est ce qu'ils indiquent, sur ce sujet. Voilà. Alors, on a un autre point, Luc. L'étude de cas qui conduit à établir une classification en 5 causes. On va vite passer. Les premières, c'est le cluster aéronautique artificiel. Donc, c'est des débris, des ballons polluant les observations. C'est des phénomènes naturels atmosphériques, nuages de glace ou effets de couche thermique générant des effets parasites. Donc, ça peut être tout ce qui est plasma, on en parlait. D'éventuels engins technologiques nationaux, donc tout ce qui est Black Program ou réalisé par les gouvernements américains, voire la CIA, ou industriels. Et puis, on l'a dit, les engins technologiques étrangers, espions russes, chinois ou autres. Enfin, il y a le 5e, c'est autre classe. Alors, mais déjà, sur les espions, si cette technologie, elle est faite par les Américains, les Russes ou les Chinois, c'est pour la sûreté des États-Unis et même quelque part pour la sûreté de l'Europe, c'est extrêmement inquiétant. Alors, parce que, comment se fait-il que les services d'enseignement ne soient pas au courant? Parce que si une technologie humaine arrivait à faire de telles choses, comme dit Alain Juillet dans la précédente émission qu'on vous rappelle et qui serait intéressant de regarder, en 2 mois, les pays sont au courant quand même. Donc c'est ça qu'on a du mal à imaginer. Comment ils peuvent mettre ça sur un rapport? D'abord, le rapport vient de sortir, mais les signalements faits par les militaires américains et par l'US Air Force, qui a été globalement relativement silencieuse pendant plusieurs années sur le sujet, des commentaires ont été faits l'an dernier par le North Command américain, si vous voulez, le NORAD, voilà, qui a pour rôle de veiller à l'espace aérien du continent nord-américain, et en liaison avec le Canada par ailleurs. Bon, ils ont effectivement fait le constat d'objets apparaissant dans l'espace aérien. La conclusion, et c'est ça qui est important dans le contexte d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont dit il faut renforcer les capacités de nos systèmes de défense, nos chaînes de commande-contrôle, leur réactivité, nos moyens de surveillance, etc. Donc leur positionnement, en quelque sorte, c'était de dire eh bien, il faut plus de crédits, plus de moyens, à renforcer l'efficacité. Comme cela a été dit d'ailleurs au passage, après le 11 septembre, les Américains ont des technologies qui sont très sophistiquées, etc. Mais le constat du 11 septembre, c'est qu'elles étaient tournées vers l'extérieur. Vous voyez ? Et à l'intérieur, s'il se produit un événement, et malheureusement il s'en est produit un, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas la boucle de réaction, la rapidité pour faire intervenir leurs chasseurs là où il fallait. Donc ils ont perfectionné ces choses-là. Bon, aujourd'hui, ils constatent qu'il y a peut-être des intrusions, c'est ce qu'ils disaient, et donc il faut faire quelque chose. Donc la posture, c'est bien de dire il faut renforcer nos moyens. Renforcer les moyens de recueil, ça c'est le discours, au fond, des services de renseignement qui rendent compte de la situation. Et de l'autre, les moyens de l'US Air Force en particulier doivent être renforcés. C'est ça la posture. Alors après, aller savoir ce qu'il s'agit de technologies russes ou autres. Il est évident que... Alors il y a un cinquième cas, il y a un cinquième cas dont tu parles, c'est autre classe, ce qui ne correspond pas au cas précédent, avec un problème de fiabilisation des données. Je reprends ce que... Oui. Donc là, c'est en fait... autre, c'est quoi ça? Est-ce que les vitesses mesurées qui sont exceptionnelles, les variations d'accélération qui sont exceptionnelles, est-ce qu'elles ont bien été mesurées? Est-ce qu'on doit considérer ces données véritablement comme valides? Et auquel cas, qu'est-ce que c'est? Voilà. Bon, en tout cas, ça ouvre la question. Oui, ça ouvre la question. Donc, c'est un rapport, en tout cas, ce qu'on peut dire, de 9 pages que tout le monde peut se procurer. D'ailleurs, comme le rapport français de Sigma 2 que j'invite, que vous avez sorti début juin. On conclure ce rapport de 9 pages dit à la fois pas grand-chose, mais beaucoup de choses.
il avance quand même des informations susceptibles de voir une évolution rapide dans les prochains mois, les prochaines années, sur d'autres origines, on va dire. Disons qu'il ne ferme pas le dossier. Ouais. Il dit il y a quelque chose et il faut travailler sur ce quelque chose avec les procédures, les moyens techniques qui vont bien, etc. Voilà. C'est un faux sujet, il n'y a rien à voir, on passe à autre chose. Il y a un sujet, il faut travailler dessus. Après, quant aux déclarations qui ont été faites par d'autres, comme Luis Elizondo, etc., sur de nombreuses données, sur d'autres effets. Par exemple, les vidéos qui ont circulé sur Internet, observées depuis un bateau, avec un objet sphérique qui passe de l'air à l'eau, etc., ces sujets-là ne sont pas spécialement abordés. D'accord ? Voilà. Ce qu'il faut en dire, ce n'est pas un rapport scientifique. Ça ne parle pas de coopération scientifique, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas ce qui leur a été demandé, c'est factuel. C'est préliminaire. En tout cas, c'est un rapport qui dit qu'il faut faire attention, c'est préoccupant, il y a un problème de sûreté nationale et il faut avancer plus dans la collecte de données et faire plus de technologies pour comprendre un petit peu ces phénomènes aérospatiaux non identifiés. Eh bien, c'était le spécial éclairage donc avec Luc Dini que j'ai eu l'honneur d'animer. Merci beaucoup Luc, merci d'avoir fait le déplacement pour nous expliquer un petit peu votre point de vue sur ce rapport-là. Il est évident qu'on vous tiendra au courant sur tous ces phénomènes tout au long de l'année. On fera peut-être certainement des spéciales éclairages. En tout cas, c'est un sujet préoccupant. On le voit bien au niveau des États-Unis et notamment des services de renseignement et en particulier du Pentagone qui préoccupe beaucoup pour la sûreté nationale. Merci, c'était Spécial OVNI, émission éclairage réalisée et produite par Anews Sécurité. Au revoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. À bientôt.